Je croyais que toucher le fond avait une limite, jusqu'à la nuit où j'ai appris qu'il n'y en avait pas. Mon nom est Anna Rivera. Et le soir où mes papiers de divorce ont été signés, mes parents ne m'ont offert aucun réconfort. Ils ne m'ont même pas regardé. Ils ont simplement montré la porte et ont dit, « Prends ton sac et emmène ce garçon avec toi. » Ce garçon, c'était Léo, un enfant silencieux et effrayé que j'avais recueilli alors qu'il n'avait nulle part où aller. Alors me voilà, debout sous une pluie glaciale, tenant un unique sac dans une main et les doigts tremblants de Léo dans l'autre, sans maison, sans argent, et sans famille vers qui me tourner. Pendant des semaines, nous avons erré de foyer en gare routière, survivant une nuit blanche à la fois. La pluie cette nuit-là ne tombait pas, elle attaquait. Chaque goutte semblait être un rappel glacial de tout ce que je venais de perdre. J'ai resserré ma prise sur la petite main de Léo alors que nous nous éloignions de la maison qui était autrefois mon foyer. La maison où mes parents m'avaient dit un jour que je serais toujours en sécurité. Maintenant, la porte était fermée pour de bon. Est-ce qu'on va s'en sortir, Anna, a murmuré Léo, frissonnant sous son sweat à capuche trop fin. Je me suis forcée à hocher la tête, bien que ma gorge me brûlât. Oui. Je te le promets. Je ne pouvais pas le laisser sentir à quel point j'étais réellement terrifiée. J'avais déjà perdu mon mariage, mes biens, ma stabilité, mais je refusais de le perdre, lui. Nous marchions à travers des flaques d'eau qui reflétaient les lampadaires, scintillant comme des étoiles mourantes. Mes chaussures gorgées d'eau faisaient un bruit spongieux à chaque pas. Mon sac à dos était trempé et mes cheveux me collaient au visage. C'était humiliant. C'était déchirant. Mais le pire de tout, c'était que c'était réel. Quelques heures plus tôt, je me tenais dans le salon de mes parents, laissant goûter l'eau de pluie sur leur parquet ciré tandis que ma mère me dévisageait comme si j'étais une étrangère qui était entrée par erreur. « Anna, nous t'avions prévenu, a-t-elle dit, les bras étroitement croisés. Tu prends des décisions imprudentes, et regarde maintenant, divorcée, sans emploi, et traînant un enfant sans abri comme s'il était ta responsabilité. Elle m'a sauvée, avait alors murmuré Léo, à peine audible. Mon père a ricané. Ce n'est pas notre problème. Tu as choisi cette situation, Anna, alors débrouille-toi ailleurs. Quand la porte a claqué derrière nous, je jure que le son s'est gravé dans mes os. Maintenant, en marchant péniblement sous la pluie, je sentais le poids de ce rejet final peser sur ma poitrine comme une pierre. Anna, murmura Léo en tirant sur ma manche. J'ai froid. Je me suis accroupie, lui prenant doucement le visage entre mes mains. Ses joues étaient glacées, ses cils mouillés, mais ses grands yeux bruns me faisaient toujours entièrement confiance. On va trouver un endroit, ai-je chuchoté. Cette nuit sera peut-être difficile, mais nous la traverserons ensemble. Il a hoché la tête et a glissé de nouveau sa petite main dans la mienne, s'y accrochant comme si j'étais la seule chose solide qui restait au monde. Peut-être que je l'étais. Nous avons marché vers la gare routière, le bâtiment le plus proche encore ouvert à cette heure tardive. Je ne savais pas ce que demain nous réservait. Je ne savais même pas où nous allions dormir. Mais je savais une chose. Peu importe à quel point la situation deviendrait sombre, je protégerais cet enfant. Je ne savais simplement pas encore que ce serait lui qui me sauverait. Les gens supposent qu'il y a toujours un unique moment décisif qui change votre vie. Pour moi, ce fut un mardi après-midi, dans la salle d'attente bondée d'un hôpital. Bien avant le divorce, bien avant la pluie, bien avant que mes parents ne me ferment leurs portes, j'étais assise là, tenant un dossier de documents juridiques, la piqûre fraîche de la trahison brûlant encore dans ma poitrine. Mon mariage s'était effondré bien avant que les papiers ne le rendent officiel. Mais voir mon nom à côté des marques sous le mot « divorce » a été comme un coup de poing auquel je n'étais pas préparée. Je voulais juste respirer, m'asseoir, ne pas pleurer. Puis je l'ai remarqué. Un petit garçon recroquevillé sur l'une des chaises en plastique en face de moi, les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras étroitement enroulés autour. Ses vêtements étaient sales, déchirés à l'ourlet. Ses chaussures étaient dépareillées. Ses cheveux tombaient sur ses yeux, mais même de loin, je pouvais voir à quel point il avait l'air épuisé. Aucun parent à proximité, pas de sac, personne ne lui jetait même un regard. J'ai essayé de détourner les yeux. Vraiment. Ma vie était déjà en train de s'effondrer.
Pourquoi m'impliquer? Mais quand il a levé la tête et que nos regards se sont croisés, quelque chose en moi s'est fissuré. Je ne suis pas censé être ici, a-t-il murmuré presque silencieusement. Mon cœur s'est serré. Je me suis déplacé vers la chaise à côté de lui. Et, comment tu t'appelles? Il a hésité, étudiant mon visage comme pour décider si j'étais dangereuse ou digne de confiance. Finalement, il a chuchoté, Léo. Où sont tes parents, Léo? Je ne sais pas. Je les ai perdus. Il a dégluti difficilement. Il y a longtemps. La façon dont il a dit ça, trop calme, trop maîtrisé, m'a donné la chair de poule. Une infirmière s'est approchée de nous en fronçant les sourcils. C'est le vôtre? Avant que je puisse répondre, Léo a agrippé ma manche, paniqué. Ne les laissez pas m'emmener, s'il vous plaît. Le désespoir dans sa voix m'a frappé comme un coup. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un enfant qui avait été abandonné bien avant d'entrer dans cet hôpital. Alors, j'ai prononcé les mots qui allaient tout changer. Il est avec moi. L'infirmière a hoché la tête et est repartie. Léo a expiré un souffle tremblant, comme s'il avait retenu la peur dans ses poumons pendant des années. Tu n'as pas à avoir peur, ai-je dit doucement. Je ne te laisserai pas seul ici. Il m'a regardé, les yeux brillants. Tout le monde s'en va. J'ai secoué la tête. Pas moi. Nous sommes sortis de l'hôpital ensemble ce jour-là. Moi avec un mariage brisé et lui avec un passé brisé. Aucun de nous ne savait encore à quel point nous avions besoin l'un de l'autre. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris qu'il ne se souvenait pas de grand-chose de ses origines. Des flashs d'une grande maison, d'une voiture noire, de gens appelant quelqu'un « monsieur ». Il ne connaissait pas son nom de famille. Il ne savait pas pourquoi il s'était retrouvé dans la rue. Mais il savait une chose. Anna, tu es la seule personne qui me voit. Et moi aussi, je savais une chose. Si je laissais cet enfant retourner dans le monde qu'il avait déjà abandonné, je ne me le pardonnerais jamais. Alors, j'ai fait le choix qui me mènerait finalement sur le pas de la porte de mes parents, sous la pluie. Lui tenant la main, je l'ai recueilli. Je l'ai nourri. Je l'ai habillé. Je l'ai protégé. Non pas parce que j'étais forte. Non pas parce que j'avais quoi que ce soit à donner, mais parce que le jour où j'ai rencontré Léo, il m'a regardé avec le genre de confiance que seul un enfant qui n'a plus rien peut donner. Et je ne pouvais pas tourner le dos. Si quelqu'un m'avait dit 1 an plus tôt que moi, une femme autrefois mariée avec un emploi stable, un petit appartement et une vie prévisible, je me retrouverais un jour à errer entre les foyers avec un enfant qui n'était pas le mien biologiquement, j'aurais ri ou pleuré, peut-être les deux. Mais la vie ne vous prévient pas avant de s'effilocher. Après l'hôpital, Léo et moi nous sommes créés une routine fragile. J'ai trouvé une petite location en utilisant le reste de mes économies. J'ai pris des emplois temporaires, principalement du travail de bureau, du nettoyage d'événements, de la mise en rayon, rien de stable. Rien qui puisse nous soutenir à long terme. Pourtant, pendant un certain temps, c'était suffisant. Chaque nuit, Léo s'endormait blotti contre moi sur un vieux canapé, marmonnant de petites choses comme « Aujourd'hui, c'était une bonne journée, Anna » ou « Je ne me suis pas sentie invisible aujourd'hui ». Et chaque nuit, je me promettais de construire une vie assez stable pour qu'il se sente ainsi pour toujours. Mais les promesses n'empêchent pas la réalité de vous écraser. Le jour où j'ai perdu mon dernier emploi à temps partiel, tout s'est fissuré. Je suis rentrée à la maison avec un sourire forcé, cachant la lettre de licenciement dans mon sac. J'ai essayé d'agir normalement, j'ai interrogé Léo sur ses dessins, sur ce qu'il voulait pour le dîner, sur des choses sans importance. Mais Léo avait une façon de sentir les choses. « Tu es triste ?» a-t-il demandé en coloriant l'image d'une maison avec une fenêtre jaune vif. « Tes yeux ont l'air différents. » J'ai détourné le regard. « Juste fatigué. » Il a doucement posé sa tête sur mon bras. « Je n'ai pas besoin de jouets ou d'une grande chambre. J'ai juste besoin de toi. » Cette phrase, elle m'a brisé. Une semaine plus tard, le propriétaire a collé un avis sur la porte. Payer la totalité sous 48 heures ou quitter les lieux. Je n'avais plus rien à donner. Et après 48 heures, plus rien à perdre.
Nous avons fait un sac, un seul, avec quelques vêtements, du dentifrice, une boîte de crackers à moitié vide, et le dessin de Léo, une petite maison avec 2 bonshommes en bâton se tenant la main. Puis nous avons quitté l'appartement pour de bon. La première nuit sans abri est indescriptible. Ce n'est pas seulement de la peur, c'est de l'humiliation. C'est l'incertitude qui vous ronge les os. Léo est resté près de moi alors que nous marchions dans des rues éclairées par des néons et le silence. Nous avons essayé les refuges locaux, mais ils étaient surpeuplés, des familles débordant dans les couloirs, des bénévoles s'excusant avec des yeux fatigués. Vers minuit, nous avons fini dans une gare routière ouverte 24 heures sur 24. Nous nous sommes assis sur un banc en plastique collant de soda renversé, entourés d'annonces résonnant au-dessus de nos têtes comme des rappels creux que d'autres personnes avaient des destinations, et que nous n'en avions pas. Léo s'est appuyé contre moi. C'est notre nouvelle maison ? La question m'a frappé si fort que je ne pouvais plus respirer. Je lui ai caressé les cheveux. Non, mon chéri. C'est juste pour ce soir. Juste pour ce soir. Je l'ai répété si souvent que c'est devenu comme une prière à laquelle je ne croyais pas. Les jours se sont fondus dans la survie. Pendant la journée, je marchais des kilomètres à la recherche d'emploi. Aucun d'eux ne voulait de quelqu'un sans adresse. Certains ne voulaient pas d'une femme avec un enfant. D'autres ne prenaient même pas la peine de cacher leur jugement. La nuit, nous passions d'un sous-sol d'église à des matelas de refuge, et parfois juste un coin d'un arrêt de bus avec une lumière vacillante. Léo se plaignait rarement, mais je voyais l'épuisement dans ses yeux. La façon dont il mangeait lentement, comme pour faire durer chaque morceau de nourriture, la façon dont il se serrait contre moi chaque fois que quelqu'un élevait la voix à proximité. Il chuchotait, « Ne lâche pas ma main. » D'accord, je ne la lâcherai pas, disais-je toujours. Mais à l'intérieur, je sentais que je craquais sous la pression de ne pas le décevoir. Chaque nuit, après qu'il se soit endormi, je laissais les larmes couler en silence. Silencieuse parce que je ne voulais pas qu'il sache à quel point j'avais peur. Silencieuse parce que j'avais honte de ne pas pouvoir lui offrir mieux. Silencieuse parce que je n'avais plus personne à qui demander de l'aide. Et puis est arrivé le pire moment. Une assistante sociale du refuge m'a prise à part. Anna, vous vous occupez bien de lui. Mais sans logement stable, le système pourrait devoir intervenir. Mon sang s'est glacé. Vous voulez dire me l'enlever ? Ce n'est pas encore décidé, mais sachez que c'est une possibilité. Léo a vu mon visage pâlir quand je suis revenue. Il a doucement tiré sur ma manche. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, ai-je menti en forçant un sourire. Allons chercher quelque chose de chaud à manger. Mais cette nuit-là, quand il s'est endormi sur mes genoux, il a murmuré, « Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas ? » Je ne t'abandonnerai jamais, ai-je dit en le serrant plus fort. Mais pour la première fois, j'ai craint que quelqu'un d'autre ne puisse me l'enlever. Et je n'avais aucune idée à quel point cette peur était juste ou fausse. Bientôt, Léo allait révéler quelque chose qui changerait notre destin à jamais. C'est arrivé une nuit qui ne semblait en rien différente des autres. Froide, incertaine et lourde d'un silence qui pèse sur les poumons. Léo et moi étions assis sous l'auvent d'un café fermé, partageant une tasse de nouilles instantanées qu'un bénévole nous avait donnée plus tôt. L'air sentait légèrement la pluie et l'épuisement. Léo fixait la vapeur qui s'élevait de la tasse, silencieux d'une manière qui me serrait le cœur. « Tu te sens malade, mon chéri ?» ai-je demandé. Il a secoué lentement la tête. « Anna, je me suis souvenu de quelque chose. » J'ai cligné des yeux. « Quelque chose d'avant ?» Léo a hoché la tête, agrippant la tasse chaude à 2 mains comme s'il avait besoin de sa chaleur pour rester stable. « Mon père » a-t-il murmuré. Je me souviens de mon père. Mon souffle s'est coupé. Léo ne parlait presque jamais de son passé de son propre chef. « De quoi te souviens-tu » ai-je demandé doucement, me préparant. Il a hésité, puis a levé les yeux, grand, brun, effrayé et certain. Il était important. Les gens l'écoutaient. Il l'appelait monsieur. Et nous vivions dans une grande maison, vraiment grande, avec des sols brillants et une pièce juste pour mes livres. Mon pouls s'est accéléré. Tu te souviens de son nom ? Léo a froncé les sourcils,
fouillant dans des souvenirs oubliés. Je crois que c'était Carter. Son nom de famille. Carter. Mon cœur a martelé. Carter n'était pas un nom commun. Et le seul Carter dont j'avais entendu parler avec autant de révérence appartenait à un seul homme. Un homme dont le visage apparaissait régulièrement dans les magazines d'affaires et les actualités financières. Un homme avec une fortune si colossale que les gens la chuchotaient comme une mythologie. Pourtant, je n'ai pas prononcé le nom. Je ne voulais pas l'effrayer, ni m'effrayer moi-même. Et la maison, ai-je demandé doucement. Tu te souviens où elle était? Léo a fermé les yeux, se concentrant. Il y avait de grands immeubles par la fenêtre et une voiture noire, une très grosse. Papa partait dedans tous les matins. J'ai senti mon estomac se tordre. Ce n'étaient pas des bribes de souvenirs d'un enfant sans abri errant dans les refuges. C'étaient les souvenirs d'une vie baignée de privilèges. Léo a pris une inspiration tremblante, puis a ajouté quelque chose qui a fait basculer le monde autour de moi. Il a dit une fois à quelqu'un qu'il possédait une entreprise, une grande, et qu'il était. Quel est le mot? Il a froncé les sourcils, cherchant. Quelque chose. Milliardaire, ai-je murmuré. Les yeux de Léo se sont illuminés. Oui, c'est ça. Il l'a dit comme si c'était normal, comme si c'était simplement qui il était. Un long et froid silence nous a enveloppés. Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou m'enfuir. Un milliardaire. Le père de Léo, un milliardaire. Cela semblait impossible, fantastique, comme un enfant mélangeant ses rêves avec de vieux souvenirs. Mais Léo ne souriait pas. Il ne jouait pas. Il n'imaginait pas. Il se souvenait. J'ai dégluti difficilement. Léo, si ton père est vraiment celui que tu penses, alors il doit te chercher. Tu dois lui manquer. Léo a secoué la tête rapidement, la peur traversant son visage. Non. Non. Il ne m'a pas trouvé depuis si longtemps. Peut-être qu'il ne voulait plus de moi. Peut-être qu'il m'a oublié. Ma poitrine s'est serrée. Je lui ai pris doucement les joues. Mon chéri, aucun parent n'oublie son enfant. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de grave. Et si ton père a vraiment le genre de pouvoir que tu décris, alors le retrouver pourrait tout changer. Ça pourrait nous donner une maison, une vraie vie, la sécurité. Léo m'a regardé, incertain. Tu crois vraiment qu'il veut de moi? J'ai hoché la tête, même si je n'en étais pas entièrement sûre, parce que l'espoir était une flamme fragile et je ne pouvais pas laisser la sienne s'éteindre. On va essayer de le trouver, ai-je promis doucement. Qui qu'il soit, quoi qu'il soit, on le trouvera. Les petits doigts de Léo se sont resserrés autour des miens. D'accord, mais Anna. Oui. Si mon père est riche, est-ce que ça veut dire qu'un jour je devrais te quitter? La question m'a frappé comme une lame en plein cœur. J'ai forcé un sourire tremblant. Ne pensons pas à ça pour l'instant. Pensons juste à trouver la vérité. Léo a hoché la tête, s'appuyant contre moi. Cette nuit-là, longtemps après qu'il se soit endormi sur mes genoux, je me suis murmuré à moi-même, un père milliardaire? Si c'est vrai, qu'est-ce que ça fait de moi maintenant? Une gardienne, une sauveuse, ou quelqu'un qui se met en travers du chemin? Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Léo, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La peur. Pas de le perdre, mais de ce que la découverte de son père pourrait signifier. Je ne le savais pas encore, mais cette révélation n'était que la première secousse avant le tremblement de terre. Pendant les jours suivants, j'ai vécu dans les bibliothèques publiques et les centres communautaires, les seuls endroits où l'accès à un ordinateur ne coûtait rien. Je tapais les mêmes mots-clés à plusieurs reprises. Carter, milliardaire. Carter, enfant disparu. Carter PDG famille. Chaque nouvel article, chaque photo, chaque titre faisait battre mon pouls plus vite. Il était là. Elliot Carter. L'homme dont Léo se souvenait peut-être. Mâchoire carrée, cheveux grisonnants, la posture de quelqu'un qui commandait des salles de conseil entières d'un seul regard. Son nom était en tête des magazines d'affaires, Forbes, Fortune, The Wall Street Journal. Je fixais sa photo, puis le visage endormi de Léo,
et quelque chose en moi s'est noué. Un garçon qui s'endormait à côté de distributeurs automatiques pouvait-il vraiment être le fils de cet homme? J'ai cliqué sur un profil détaillé. Elliot Carter, fondateur de Carter Technologies, père d'un fils, présumé disparu. Mon souffle s'est bloqué. C'était là. Une seule ligne qui changeait tout. Son fils, Liam Carter, avait disparu il y a 2 ans. Enlèvement suspecté. Affaire classée sans suite. Carter avait versé des millions à des enquêteurs privés mais ne l'avait jamais retrouvé. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Parce que le garçon sur la photo, le garçon portant un petit nœud papillon et un sourire timide, ressemblait exactement à Léo. Oh mon Dieu, Léo, ai-je murmuré presque pour moi-même. C'est vraiment toi. Ce soir-là, quand Léo a fini son dîner, une tasse de soupe partagée de la cuisine du refuge, je me suis assise à côté de lui. Mon chéri, ai-je dit doucement. Tu te souviens de ton prénom avant Léo? Il a froncé les sourcils, se concentrant. Peut-être Liam. Mais je ne sais pas. Je me souviens juste que quelqu'un m'appelait comme ça quand j'étais petit. C'est comme le souvenir d'un rêve. Mon souffle est devenu tremblant. Liam était ton nom. Je crois que tu pourrais être le fils d'Elliot Carter. Les yeux de Léo se sont écarquillés lentement, non pas d'excitation, mais de peur. Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Il a serré ses genoux contre lui, se recroquevillant. Parce que s'il voulait de moi, pourquoi ne m'a-t-il pas trouvé? Je lui ai doucement écarté les cheveux du front. Peut-être qu'il a essayé. Peut-être que quelque chose s'est passé. Mais Léo, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que ce soit vrai, nous devons le trouver. La voix de Léo tremblait. Mais s'il m'emmène et que tu te retrouves de nouveau seul? Et que je me retrouve de nouveau seul. La fêlure dans sa voix m'a presque anéanti. Je l'ai serré contre moi. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. S'il est vraiment ton père, alors nous trouverons une solution ensemble. Je ne disparaîtrai jamais de ta vie, jamais. Léo a posé son front contre mon bras, épuisé par une vérité trop grande pour lui. Quand il s'est endormi, je suis restée éveillée dans le refuge faiblement éclairé, fixant le panneau de sortie lumineux sur le mur. Un père milliardaire, un garçon disparu, une affaire classée, un enfant apparu de nulle part. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de l'imagination. C'était le destin qui frappait à une porte dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et si Elliot Carter était vraiment le père de Léo, alors j'avais la responsabilité morale de le lui dire, même si cela signifiait perdre la seule personne qui était devenue ma famille. À l'aube, alors que Léo serrait encore ma manche dans son sommeil, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je vais rencontrer Elliot Carter. 2 jours plus tard, après avoir rassemblé assez d'argent pour le bus et de courage, je me tenais au pied de la tour Carter, le gratte-ciel de verre perçant les nuages comme un éclat de foudre gelée. Léo serrait ma main si fort que ça me faisait mal. Anna, on le fait vraiment? Oui, ai-je chuchoté, même si mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. À l'intérieur du hall en marbre, des gardes de sécurité nous ont immédiatement arrêtés. Madame, avez-vous un rendez-vous? Non, ai-je dit, mais je dois parler à Elliot Carter. C'est à propos de son fils. Cette phrase a figé toute la pièce. Les téléphones se sont abaissés. Les conversations se sont arrêtées. Même la réceptionniste s'est figée en plein clic. La voix du garde a baissé d'un ton. Son fils? Oui, ai-je dit, posant une main tremblante sur l'épaule de Léo. Je crois que je l'ai retrouvé. En quelques minutes, nous avons été escortés dans une salle d'attente privée. Fauteuil en cuir blanc, mur en verre dépoli, un air silencieux si épais qu'il me donnait la nausée. Léo s'est appuyé contre moi. J'ai peur. Je sais, ai-je murmuré en lui caressant les cheveux. J'ai peur aussi. Puis la porte s'est ouverte et Elliot Carter est entré. Il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'était pas froid. Il n'était pas en colère. Il n'était pas arrogant. Il avait l'air hanté. Ses yeux se sont posés d'abord sur Léo.
Son souffle s'est coupé. Et à cet instant, toute ma peur, mon espoir, mon doute s'est écrasé comme deux tempêtes qui se heurtent. Car au moment où leurs regards se sont croisés, j'ai su qu'ils le reconnaissaient. Elliot s'est figé sur le seuil, comme si un fantôme s'était matérialisé devant lui. Ses yeux sont restés fixés sur Léo, grands ouverts, incrédules, tremblants de quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir sur le visage d'un milliardaire. Un chagrin pur et accablant. Liam, a-t-il murmuré, la voix brisée. Léo s'est agrippé à ma veste, se cachant derrière moi. J'ai dégluti. Il se souvient de bribes de son passé. Il se souvient de vous. Pendant plusieurs secondes d'une longueur insoutenable, Elliot n'a pas bougé. Puis, à pas lents et hésitant, il s'est approché de nous comme un homme craignant que le moindre geste ne brise l'instant. Liam, a-t-il répété doucement. Mon fils, mon garçon. Il s'est agenouillé devant Léo, les mains tremblantes. Mais Léo n'a pas tendu la main. Au lieu de cela, il s'est pressé contre moi, terrifié. Tu me reconnais, a demandé doucement Elliot. Les lèvres de Léo se sont entr'ouvertes. Tu me lisais des histoires dans une grande pièce avec des murs en verre. Le visage d'Elliot s'est décomposé. Oui, a-t-il murmuré. Oui, c'était ton endroit préféré. Les regarder, c'était comme voir deux morceaux d'un monde brisé atterrir soudainement l'un à côté de l'autre, sans pour autant s'emboîter. Et puis tout a volé en éclats. Elliot s'est lentement relevé et s'est tourné vers moi. Quelque chose a changé dans son expression, le chagrin se repliant en suspicion. La chaleur a disparu de ses yeux, remplacée par une acuité qui a tranché l'atmosphère de la pièce. Quel est exactement votre rôle dans tout ça, a-t-il demandé calmement. Mon cœur a fait un bond. Mon rôle? Comment, a-t-il dit en se rapprochant, une femme sans abri se retrouve-t-elle avec mon fils disparu? Il s'est avancé vers moi. Je ne me suis pas retrouvée avec lui. Je l'ai trouvé. Vous vous attendez à ce que je croie ça, a claqué Elliot. Léo a tressailli à son ton. J'ai instinctivement posé une main sur le dos du garçon, protectrice. La mâchoire d'Elliot s'est crispée. 2 ans. 2 ans sans une seule trace, sans un seul signalement. Et maintenant, soudain, il apparaît avec vous. Je ne l'ai pas enlevé, ai-je protesté, la voix brisée. Il est venu à moi. Il avait besoin d'aide. Ou vous aviez besoin d'une opportunité, a dit froidement Elliot. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Ma voix a baissé. C'est ce que vous pensez de moi? Que suis-je censé penser d'autre, a-t-il rétorqué. Vous entrez dans ma tour en prétendant avoir trouvé le fils disparu d'un milliardaire. Savez-vous combien d'arnaques ma famille a subi? Je voulais crier. Je voulais m'enfuir, mais les tremblements de Léo me maintenaient sur place. Il dit la vérité, ai-je murmuré. Il se souvient de vous. Il se souvient de la maison, de la voiture, du nom, de tout. Où vous l'avez coaché, a répondu Elliot. C'en était trop. Mes genoux ont failli flancher. Je n'utiliserai jamais un enfant comme ça, ai-je réussi à articuler. Jamais. Elliot m'a regardé longuement, intensément, cherchant sur mon visage un mensonge, un mobile, n'importe quoi. Finalement, il s'est tourné vers son assistant, qui se tenait silencieusement dans le coin. Appelez le service juridique et la sécurité, a-t-il dit. Mon sang s'est glacé. La sécurité? Tant que nous n'aurons pas confirmé votre identité et vos intentions, aucun de vous deux ne quittera ce bâtiment. Léo a haleté. Anna. Je l'ai serré fort, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Monsieur Carter, s'il vous plaît, ai-je supplié. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je suis venu parce que ce garçon mérite des réponses. Et il les aura, a coupé Elliot. Mais pas de vous. Pas tant que nous ne saurons pas qui vous êtes vraiment. Sa voix était sévère, autoritaire, inflexible. Elle me terrifiait. Léo s'est agrippé à ma chemise, les yeux écarquillés. Ne m'enlevez pas à Anna, s'il vous plaît. Le désespoir dans sa voix a finalement percé l'armure d'Elliot. Il s'est arrêté. Vraiment arrêté.
Et pour la première fois, il a semblé incertain. Liam, a-t-il dit doucement en s'agenouillant à nouveau. Je n'essaie pas de t'enlever. J'ai besoin de te protéger. Les larmes de Léo ont coulé. Anna m'a protégée. Personne d'autre. Elliot m'a regardé, vraiment regardé. La colère dans ses yeux a vacillé. Quelque chose en lui s'est brisé. Il a expiré un souffle tremblant et a dit, « Très bien. Elle reste pour l'instant. Mais je veux la vérité. Toute la vérité. » Le soulagement a failli me couper le souffle. J'ai hoché la tête. Alors asseyez-vous, ai-je dit calmement. Parce que la vérité est plus longue et plus difficile que vous ne le pensez. Nous nous sommes assis ensemble dans cette salle de conférence privée et immaculée. Le milliardaire, l'enfant sans abri et la femme qui, d'une manière ou d'une autre, faisait le pont entre ces deux mondes. Et je lui ai tout raconté. L'hôpital, les refuges, l'expulsion, les nuits sur des bancs froids. Comment Léo dormait en tenant ma manche pour ne pas me perdre. Comment il s'était souvenu de son père, bribe par bribe. À chaque détail, l'expression d'Elliot s'adoucissait, se durcissait, puis s'adoucissait à nouveau, pris entre la culpabilité, la colère et le chagrin. Quand j'ai eu fini, ses yeux étaient vitreux. Ses mains étaient fermement jointes, comme pour se maintenir droit. Léo s'est penché en avant, sa petite voix tremblante. Papa, je n'essayais pas de m'enfuir. C'est juste que... je ne pouvais pas te trouver. Une seule larme a glissé sur la joue d'Elliot. Il a tendu la main, non pas avec force, ni possessivité, mais doucement, et a touché la main de Léo. Liam, a-t-il murmuré. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Léo a fondu en larmes. Et Elliot aussi. Ils se sont effondrés l'un dans l'autre, un père s'accrochant à un fils qu'il croyait perdu à jamais. Je les ai regardés, le cœur endolori de soulagement et de peur à la fois. Parce que même si c'était moi qui avais sauvé Léo, j'ai soudain réalisé que j'étais peut-être celle qui avait le plus à perdre. Pendant un instant, assise dans cette pièce de verre surplombant la ville, regardant Léo s'accrocher à son père, j'ai senti quelque chose de dangereux éclore dans ma poitrine. L'espoir. Mais l'espoir est fragile. Et le monde sait comment l'écraser rapidement. Moins d'une heure plus tard, l'équipe juridique d'Elliot est arrivée. Costumes impeccables, épaules tendues, regards affûtés comme des rasoirs. Ils ont entouré la table, ouvrant des dossiers comme s'ils se préparaient pour un procès. Une femme nommée Madame Dalton, sévère et précise, m'a regardé par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Rivera, jusqu'à ce que nous vérifiions votre version des faits, vous devrez rester disponible pour un interrogatoire. Un interrogatoire, ai-je répété. Je dis la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Elle ne s'est pas adoucie. La situation est délicate. Un enfant disparu a été retrouvé dans des circonstances inhabituelles. Nous procéderons avec prudence. La formulation était neutre, mais l'implication ne l'était pas. J'étais une suspecte. Léo s'est glissé plus près de moi. N'emmenez pas Anna, a-t-il murmuré en tremblant. Dalton s'est éclairci la gorge. Nous n'emmenons personne, mais nous devons suivre le protocole. Le protocole. Ce mot semble toujours inoffensif jusqu'à ce qu'il vous vise. Le lendemain matin, tout a explosé. Je me suis réveillée au refuge avec des dizaines de notifications sur un vieux téléphone donné. Les gros titres s'affichaient sur l'écran. Le fils disparu du milliardaire retrouvé. Une femme mystérieuse apparaît avec Liam Carter. Lien possible avec un enlèvement en cours d'examen. Il n'utilisait pas mon nom, mais la photo de ma silhouette était indubitablement la mienne, penchée, protégeant Léo devant la tour Carter. À midi, des journalistes attendaient devant les refuges et les soupes populaires avec des photos imprimées, demandant aux étrangers « Avez-vous vu cette femme ?» Chaque mot tordait la vérité. Je suis devenue la méchante de leur histoire, une carognarde utilisant un enfant pour atteindre un milliardaire. J'avais la nausée. Je n'avais pas seulement peur de ce que le monde pensait. J'avais peur de ce que cela ferait penser à Elliot. Comme invoqué par le chaos, quelqu'un de mon passé a refait surface sous les projecteurs.
Mon ex-mari, Marc Rivera. Il s'est présenté devant le refuge avec une expression suffisante que je ne connaissais que trop bien. Tiens, a-t-il dit fort, attirant l'attention. On dirait que tu as enfin trouvé un moyen de te rendre importante. Je me suis raidi. Va-t'en. Il m'a ignoré, se rapprochant. Tu sais, les journalistes ont de l'argent. Ils adoreraient entendre un ex-amer parler de ton instabilité. Mon estomac s'est noué. Ne fais pas ça. Oh, allez. Tu es sans abri, tu traînes un gamin qui n'est pas le tien, tu débarques dans l'immeuble d'un milliardaire. On dirait quelqu'un qui a désespérément besoin d'un chèque. Avant que je puisse répondre, Léo m'a attrapé la main. Anna ne veut pas d'argent. Elle m'a sauvé. Marc a souri avec mépris. Oh, et où est ta vraie famille, gamin? Tu es sûr qu'elle ne t'a pas coaché? Léo s'est caché derrière moi, tremblant. C'en était trop. Je me suis interposée entre eux, la voix basse et froide. Marc, si tu ne t'en vas pas tout de suite, je signalerai chaque mot menaçant que tu viens de prononcer. Pour la première fois, il a hésité, mais seulement un instant. Ce n'est pas fini, a-t-il lâché avant de partir en trombe. Je savais exactement ce qu'il allait faire ensuite. Il allait parler aux médias, et les médias croiraient l'homme avec une adresse, pas la femme qui dormait sur des bancs. 2 jours plus tard, j'ai reçu la convocation. Audience obligatoire sur la garde temporaire de Léo, Liam. Mon cœur s'est serré. Même si Elliot me défendait, même si Léo suppliait de ne pas être séparés, même si je n'avais rien fait de mal, la loi devait décider où Léo devait aller ensuite. Et la loi ne se soucie pas des promesses murmurées dans le noir. La salle d'audience était froide, stérile, le genre d'endroit conçu pour dépouiller la vérité de toute émotion. Léo était assis entre Elliot et moi, ses petites mains agrippant les miennes comme dans un étau. Quand mon nom a été appelé, je me suis avancée, tout mon corps tremblant. Le juge m'a regardé avec bienveillance mais fermeté. Mademoiselle Rivera, vous avez pris soin de cet enfant, mais la question aujourd'hui est de savoir s'il doit rester sous votre garde temporaire ou être transféré à Monsieur Carter. Ma gorge s'est nouée. C'était le moment. Le moment qui allait tout définir. Elliot s'est levé. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient. Votre honneur, Anna a sauvé la vie de mon fils. Elle l'a protégé quand le monde ne le faisait pas. Je lui en serai toujours reconnaissant. Mes yeux me brûlaient. Mais il a continué, la voix vacillante. Je peux lui fournir la stabilité, la sécurité, l'éducation et les ressources qu'elle ne peut pas Liam et mon fils. Je le veux à la maison. Un couteau s'est tordu en moi, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Le juge a hoché la tête pensivement, puis s'est tourné vers moi. Mademoiselle Rivera, souhaitez-vous répondre? J'ai inspiré, tremblante. Oui, votre honneur, je le souhaite. J'ai regardé Léo, tremblant, terrifié, me faisant confiance pour faire le bon choix. Et j'ai dit, je n'ai jamais prétendu remplacer sa famille. Je n'ai jamais demandé d'argent ni de reconnaissance. J'ai seulement demandé à le garder en sécurité, et je continuerai à le faire de la manière que ce tribunal jugera la meilleure pour lui. Des murmures ont rempli la salle. Elliot me fixait, stupéfait. Léo a éclaté en sanglots. Ne me quitte pas, Anna. Mon cœur s'est brisé, proprement et bruyamment. Je me suis agenouillée à côté de lui, lui tenant les mains. Je ne te quitte pas, ai-je murmuré. Ni maintenant, ni jamais. Même si nous ne vivons pas au même endroit, je serai dans ta vie. Je te le promets. La voix du juge s'est adoucie. Merci, mademoiselle Rivera. Nous allons suspendre l'audience avant la décision. Alors que le marteau tombait, j'ai réalisé quelque chose de douloureux et de profond. J'aimais Léo plus que je n'avais jamais aimé quoi que ce soit, et maintenant, je risquais de le perdre. Alors que nous sortions dans le couloir, un détective s'est approché d'Elliot avec un dossier. Monsieur, nous avons trouvé de nouvelles preuves concernant la disparition de Liam il y a 2 ans. Elliot s'est figé. Quel genre de preuves? Le détective m'a jeté un coup d'œil, puis à Léo. Un témoin s'est manifesté.
Quelqu'un qui a reconnu un homme lié à l'affaire. J'ai senti Léo se tendre, car le nom que le détective a prononcé ensuite allait faire voler en éclats tout ce que nous pensions savoir. La voix du détective a résonné dans le couloir, glaçant l'air autour de nous. Nous avons trouvé une piste, un homme lié à la disparition, identifié par un témoin. Son nom est Marc Rivera. Mon souffle s'est arrêté. J'ai eu l'impression que le sol se fendait sous mes pieds. Elliot s'est tourné brusquement vers moi. Votre ex-mari? J'ai secoué la tête violemment, reculant. Non, non, Marc ne ferait jamais ça. Il est horrible. Il est égoïste. Mais il n'est pas capable de. Mais alors, tous les souvenirs m'ont percuté. Marc se présentant au refuge. Marc disant, tu t'es trouvé un ticket d'or. Marc menaçant de parler aux médias. Marc, ricanant devant Léo comme s'il en savait plus qu'il ne le disait. Une réalisation horrible a rampé le long de ma colonne vertébrale. Je n'avais pas du tout connu l'homme que j'avais épousé. Léo a tiré sur ma manche en chuchotant. C'est lui qui m'a emmené? Je ne sais pas, ai-je murmuré, le cœur battant à tout rompre. Mais le détective a continué. Le témoin se souvient avoir vu Monsieur Rivera près du domaine des Carter au moment de l'enlèvement. Il a ensuite été aperçu près d'une gare où Liam a été vu pour la dernière fois. J'ai eu la nausée. Elliot a serré les poings, sa voix tremblant d'une fureur contenue. Trouvez-le. Maintenant. 2 jours plus tard, le détective a appelé Elliot. Rivera est en garde à vue. Il veut vous parler à tous les deux. Tous les deux. Mon estomac s'est tordu. Quand nous sommes arrivés au commissariat, Marc était assis derrière la vitre de la salle d'interrogatoire, pâle, en sueur, les yeux fuyants comme un animal piégé. Il a souri en me voyant. Eh bien, a-t-il dit, on dirait que tu as enfin eu ton conte de fées. Je l'ai fusillé du regard. Pourquoi as-tu emmené Liam? Marc a levé les yeux au ciel. Oh, allez. Je ne l'ai pas emmené. Je l'ai juste trouvé en train d'errer près d'un parc. Je me suis dit que toi et moi pourrions peut-être l'utiliser comme moyen de pression. Mon cœur s'est brisé. Tu as utilisé un enfant. Tu m'as menti. Détends-toi, a-t-il lâché. Je ne l'ai jamais blessé. Je l'ai juste laissé partir quand les choses se sont compliquées. Léo a serré ma main, tremblant. Tu m'as laissé seul, a-t-il murmuré. Marc a haussé les épaules. Tu pleurais trop. Je ne suis pas doué avec les enfants. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est finalement brisé. Non pas par haine, mais par libération, parce que l'homme que j'avais autrefois aimé était un étranger. Un étranger responsable de 2 ans de douleur. Le détective est intervenu. Monsieur Rivera, vous serez formellement accusé de mise en danger d'enfant, de détention illégale et d'obstruction dans une enquête sur un enfant disparu. Marc a pâli. Quoi? Vous ne pouvez pas, Anna, dis-leur que je ne suis pas un criminel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as fait tes choix. Maintenant, assume-les. Et pour la première fois, je lui ai tourné le dos sans peur. Une semaine plus tard, nous sommes retournés au tribunal pour la décision finale sur la garde de Léo. Cette fois, l'atmosphère de la salle était différente. Les accusations avaient disparu. La frénésie médiatique s'était calmée. La vérité était enfin visible. Le juge s'est d'abord adressé à moi. Mademoiselle Rivera, après examen de votre témoignage et des nouvelles preuves découvertes, le tribunal reconnaît que vous avez agi uniquement par compassion et responsabilité. Vous avez protégé cet enfant pendant une période d'extrême vulnérabilité. Vos actions sont louables. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Puis le juge s'est tourné vers Elliot. Monsieur Carter, en tant que parent biologique de Liam, vous obtenez la garde légale complète. Une vague d'émotions m'a submergé. Soulagement, peur, fierté et chagrin, tout à la fois. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, il est clair que Mademoiselle Rivera joue un rôle émotionnel crucial dans la vie de Liam.
Par conséquent, le tribunal lui accorde un droit de visite continu et encourage une participation partagée à son éducation, comme convenu en privé par les deux parties. Léo a serré ma main, son visage s'illuminant. Alors, je pourrai toujours te voir, a-t-il murmuré. J'ai déposé un baiser sur son front. Toujours. Elliot s'est approché de moi après la décision, l'expression douce. Anna, a-t-il dit calmement. Tu fais partie de la famille maintenant. Non pas par le sang, mais par choix. Des mois ont passé. Léo, redevenu officiellement Liam Carter, s'est épanoui. La thérapie l'a aidé à démêler les ombres de son passé. Il a commencé l'école, a rejoint un club de lecture, a grandi, est devenu plus courageux, plus heureux. Quant à moi, Elliot m'a offert un poste à la Fondation Carter, travaillant sur des programmes de soutien aux enfants vulnérables. J'ai trouvé un petit appartement près de la ville. Rien d'extraordinaire, mais chaleureux, sûr, le mien. Léo m'a aidé à accrocher des rideaux. Elliot a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, une bibliothèque. J'ai entendu dire que vous aimiez les histoires, a-t-il dit avec un petit sourire. Un après-midi, alors que la lumière du soleil inondait mon salon, Léo s'est blotti à côté de moi sur le canapé. Anna? Oui, mon chéri. Tu crois qu'un jour, je pourrai avoir deux familles? J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est montré du doigt. Une avec papa, et une avec toi? Ma gorge s'est serrée. C'est déjà le cas, ai-je murmuré. Léo a posé sa tête sur mon épaule. Je t'aime, Anna. Tu m'as sauvée. Les larmes sont de nouveau montées, mais cette fois, elles étaient chaudes. Et toi, tu m'as sauvée, ai-je dit doucement. Je pensais que la famille était quelque chose dans lequel on essaie. Maintenant, je connais la vérité. La famille se choisit, se construit, se défend. C'est la main que l'on tient sous la pluie. L'enfant qui vous fait confiance quand le monde ne le fait pas. Les gens qui restent quand tout le reste s'effondre. J'ai commencé ce voyage sans rien. Sans maison, sans partenaire, sans soutien. Mais en perdant tout, j'ai trouvé quelque chose de plus grand. Un enfant qui m'a vu quand je me sentais invisible. Un père qui a appris à me faire confiance. Une vie construite non pas sur la richesse, mais sur l'amour. Et quand Léo m'a serré dans ses bras devant le palais de justice ce dernier jour et a murmuré « Tu es mon autre maman », j'ai su. À travers chaque tempête, chaque nuit sur des sols froids, chaque moment de doute, c'était là que j'étais censée être depuis le début.